Oui ou non? J'ai raison? Oui. Ah! Non, parce que moi je vois quand je vais au cinéma avec ma femme, bon, eh ben déjà on est mal assis, hein? D'après Galilée, le grand livre de nature est écrit en langage mathématique. À travers cette capsule, nous allons aborder un chapitre de ce livre consacré à l'énergie électrique. Pour introduire cette vidéo, observons l'image suivante qui représente une prise électrique reliée à une terre verte. Cette image nous amène à nous poser la question suivante: quel est l'avenir de l'énergie électrique? Dit autrement, est-ce que l'utilisation de l'énergie électrique est-elle compatible avec un développement durable de l'utilisation des ressources sur Terre? Pour répondre à cette question, nous allons d'abord voir comment s'effectue le transport de l'énergie électrique. Ensuite, nous détaillerons les avantages de l'énergie électrique et enfin, nous étudierons comment produire de l'énergie électrique sans utiliser d'énergie fossile. Comment est transportée l'énergie électrique? Pour répondre à cette question, on va utiliser le schéma suivant qui illustre le principe du transport de l'énergie électrique. À gauche, vous avez ce qu'on appelle la centrale électrique qui va donc produire de l'électricité et cette électricité aura une tension de 10 à 20 kV. Ici, nous avons une première station de transformation qui va nous permettre d'élever la tension à 400 kV. Donc le transport va se faire sur cette tension-là et lorsqu'on va vouloir distribuer l'énergie électrique aux usagers, on va abaisser la tension. L'opération inverse qui a été faite ici va s'effectuer là et donc vous voyez on va passer de 400 kV à entre 10 et 15 kV. Le troisième transformateur va encore plus abaisser la tension et on va arriver ici à une tension de 230 volts et c'est cette tension là qui est acheminée l'énergie électrique chez les usagers. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que l'énergie électrique est transportée sous haute tension 400 kV. Quelle est la raison de ceci? En fait, il faut savoir que lorsque l'on transporte l'énergie électrique, une partie de cette énergie va être dissipée sous forme thermique, va être dit autrement perdue. Et on va vouloir limiter ces pertes. Alors, cette transformation de l'énergie électrique en énergie thermique, c'est ce qu'on appelle l'effet Joule. Concrètement, qu'est-ce que c'est l'effet Joule? Vous savez que l'énergie électrique consiste à un transport de charge électrique et dans les métaux, ce transport se fait grâce aux électrons libres. Et en se déplaçant, les électrons libres vont subir des frottements. Donc ces frottements qui vont dégager cette énergie thermique et donc qui vont entraîner une perte d'énergie que l'on va vouloir minimiser. Comment limiter l'effet Joule lors du transport de l'énergie électrique? Pour ça, je vais leur rappeler deux relations que l'on utilise en énergie électrique. Tout d'abord, c'est l'expression de la puissance électrique. La puissance électrique, c'est le produit de la tension fois l'intensité. Je vais apparaître ici des unités. La tension, c'est en volts, l'intensité en ampères et la puissance en watts. Deuxième relation, donc lorsque l'énergie électrique est transportée dans un fil conducteur, ce fil conducteur va être caractérisé par sa résistance électrique en haute grand R. On a une relation toute simple entre la tension et l'intensité, c'est ce qu'on appelle la loi d'Ohm, et qui dit que la tension, c'est le produit de la résistance fois l'intensité. Donc pareil, je vous fais apparaître ces unités. La résistance s'exprime en ohms, l'intensité en ampères et la tension en volts. Une fois qu'on a vu ça, on va pouvoir exprimer maintenant les pertes thermiques dans un fil conducteur. En fait, il suffit de combiner ces deux relations, donc exprimer la puissance en remplaçant la tension par son expression qu'on a établie ici. Donc P égale U fois I devient P égale RI fois I, donc RI carré. Si je veux limiter la perte thermique dans ce fil conducteur, puisque R est fixé d'après la nature du fil conducteur, je vais devoir jouer sur l'intensité. Et plus l'intensité sera faible, plus la perte thermique sera petite. Pour limiter les pertes thermiques, il faut limiter l'intensité du courant. Maintenant, on va voir le principe du transformateur. Puisque vous vous rappelez, lorsqu'on transportait l'énergie électrique, ce qu'on faisait, on jouait sur la tension grâce à des transformateurs. Alors, qu'est-ce qu'un transformateur? En fait, c'est un élément qui est relativement simple. C'est un noyau de fer et sur lequel on va créer des spires. Donc là, vous avez une tension qui arrive avec un certain nombre de spires N1 et là, une tension qui repart avec un nombre de spires N2 qui est dans ce cas-là plus petit. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un transformateur, on a cette relation-là. C'est-à-dire que le rapport de U1 sur U2 est égal au rapport du nombre de spires N1 sur N2. Donc, dit autrement, plus le nombre de spires sera grand par rapport à celui-là, plus la tension U1 sera grande par rapport à U2. Donc là, mon système, là, tel qu'il est, si j'envoie une certaine énergie électrique ici, une autre énergie électrique qui ressort là, mais la tension U1 sera plus grande que la tension U2. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si je néglige les pertes dans mon transformateur, la puissance électrique est conservée. Et comme on a vu au-dessus là, la puissance électrique, c'est le produit de U fois I. Donc la tension U1 fois I1 sera égale à la tension U2 fois I2. Donc si je diminue
ma tension, forcément mon intensité va augmenter. Donc là, vous voyez l'intérêt de transporter l'énergie électrique à haute tension, c'est-à-dire j'utilise ce transformateur pour élever la tension, mais mon intensité va diminuer et donc j'aurai moins de pertes thermiques. Donc voilà le principe, plus la tension est élevée, plus l'intensité est faible et plus les pertes par effet Joule sont faibles. Pourquoi l'énergie électrique est-elle intéressante? Alors, on va voir qu'elle permet de produire toutes les autres formes d'énergie. Notamment, elle permet de se chauffer. C'est ce qu'on appelle l'effet Joule qu'on vient de voir juste avant. Sauf que là, c'est un effet Joule qui est voulu et non pas vu comme une perte. Donc, si je branche ce radiateur électrique à une prise électrique, je vais donc produire de l'énergie thermique. Ensuite, un réfrigérateur, qu'est-ce que ça fait? Ça utilise l'énergie électrique pour produire du froid. Donc, ça va nous permettre de refroidir les aliments, etc. Troisième possibilité, je vais pouvoir m'éclairer. En effet, cette lampe va transformer l'énergie électrique en énergie lumineuse. Quatrième possibilité, c'est un moteur de voiture électrique. Donc grâce à l'énergie électrique, je produis de l'énergie mécanique qui va faire tourner cet axe-là et donc entraîner les roues et donc faire avancer ma voiture. Et cinquième application, je peux communiquer. En effet, c'est grâce à l'énergie électrique que votre smartphone fonctionne. Donc vous voyez que à partir d'énergie électrique, je vais pouvoir réaliser tout ceci. Donc l'énergie électrique est vraiment très pratique. Quels sont les avantages de l'énergie électrique? Premier avantage, c'est qu'on va avoir une distribution facile, sûre et à faible impact écologique. Alors pour bien comprendre ces trois termes, je vais comparer la distribution de l'énergie électrique à la distribution du pétrole. Il est plus facile de distribuer l'énergie électrique que de transporter du pétrole. L'énergie électrique, il suffit d'avoir des câbles électriques que l'on situe en hauteur grâce à des pylônes et l'affaire est jouée. C'est sûr, en effet, il ne peut pas y avoir de fuite, il ne peut rien arriver à part qu'un fil se casse, à ce moment-là on le rebranche et c'est reparti. Et c'est à faible impact écologique parce que ça coûte quasiment rien de transporter l'énergie électrique. À part un petit peu les pertes d'énergie sous forme thermique, on a vu qu'on pouvait le limiter en élevant la tension. Deuxième avantage, la conversion va être facile en d'autres formes d'énergie et avec de bons rendements. Donc facile, on vient de le voir, qu'on pouvait tout faire à partir d'énergie électrique. Et de bons rendements, je vais l'illustrer en comparant une voiture électrique à une voiture à essence. Alors, il faut savoir qu'une voiture électrique va transformer avec son moteur électrique 90% de l'énergie électrique en énergie mécanique. Et pour une voiture à essence, c'est seulement 30% de l'énergie thermique qui va être produite par la combustion de l'essence qui va être transformée en énergie mécanique. Donc vous voyez qu'il y a une grosse perte avec une voiture à essence par rapport à une voiture électrique. Donc on a des bien meilleurs rendements en utilisant de l'énergie électrique. Maintenant nous allons voir un défaut de l'énergie électrique, c'est le fait qu'on ne peut pas stocker l'énergie électrique en grande quantité. Et la conséquence, je reviens sur mon exemple sur les voitures, c'est que l'autonomie d'une voiture électrique sera toujours beaucoup plus petite que celle de l'autonomie d'une voiture à essence. Vous voyez, c'est du simple au double. Et même si je compare les masses, la masse d'essence stockée dans le réservoir là sera beaucoup plus faible que la masse des batteries nécessaires pour obtenir cette autonomie là. Donc le gros inconvénient de l'énergie électrique, c'est ça, c'est qu'on ne peut pas stocker pour l'instant en grande quantité l'énergie électrique. Comment produire de l'énergie électrique sans utiliser des énergies fossiles? Alors voici un camembert qui nous illustre les énergies primaires utilisées pour produire de l'énergie électrique à l'heure actuelle. On va les scinder en deux catégories. Tout d'abord ce qu'on appelle les énergies fossiles, donc telles que le charbon, c'est le 38% que vous voyez là, le gaz naturel, le pétrole et la biomasse et les déchets. Et vous voyez, ça représente 64%, environ les 2 tiers. Et la deuxième catégorie, ça va être les autres énergies, ce qui n'est pas fossile. Donc nous allons avoir l'hydraulique, le nucléaire, le solaire et l'éolien. 2 tiers sont des énergies fossiles et 1 tiers autre énergie. Et l'inconvénient des énergies fossiles, tout d'abord, c'est qu'elles sont épuisables. C'est le cas du charbon, du gaz naturel, etc., du pétrole. Et que surtout, lors de leur combustion, elles vont libérer du dioxyde de carbone qui va générer un effet de serre au niveau de la Terre et donc augmenter la température moyenne de la Terre. Donc on veut éviter l'utilisation des énergies fossiles dans l'avenir. Donc maintenant nous allons passer en revue les différentes techniques qui vont nous permettre de produire de l'énergie électrique sans utiliser des énergies fossiles. Donc la première, c'est l'énergie lumineuse. Donc c'est le principe du panneau photovoltaïque. Donc celui-ci va nous permettre de convertir l'énergie lumineuse en énergie électrique. Et
pour ça, il y aura forcément des pertes qui sont relativement élevées puisqu'on aura un rendement de seulement 15%. Donc 85% de l'énergie lumineuse sera perdue sous forme thermique, seulement 15% sera converti en énergie électrique. Deuxième technique va consister à utiliser de l'énergie mécanique directe. Alors pour ça, je vais vous donner 3 exemples. C'est ce qu'on appelle les éoliennes, qui utilisent le mouvement de l'air, c'est-à-dire le vent, pour produire de l'énergie électrique. Ensuite, les hydroliennes, donc plus rares, c'est le même principe, mais cette fois-ci, on va utiliser les courants marins, qui vont entraîner la rotation ici des pales, donc permettre de produire, grâce à un alternateur, l'énergie électrique. Et troisième exemple, c'est ce qu'on appelle les barrages au fil de l'eau. Donc là, c'est le coulement de l'eau qui va entraîner la rotation de turbines et donc permettre de produire de l'énergie électrique. Pour ces 3 systèmes, on utilise l'énergie mécanique par un écoulement d'un fluide pour produire de l'énergie électrique, toujours grâce à un alternateur. Et il y aura un petit peu de perte sous forme d'énergie thermique, mais le rendement sera bien meilleur que pour les panneaux photovoltaïques, de l'ordre de 90%. Troisième système de production d'énergie électrique, cette fois-ci, on va utiliser de l'énergie mécanique indirecte. Alors, je vous fais apparaître les 3 exemples que je vais vous citer. Et il faut savoir que pour chaque exemple, on va utiliser de la vapeur d'eau. En effet, on va avoir un système qui va nous permettre de chauffer de l'eau qui va passer à l'état vapeur. Et la détente de cette vapeur, à travers turbine puis alternateur, va nous permettre de produire de l'énergie électrique. Donc premier système, les centrales nucléaires. Donc là, on va utiliser une réaction nucléaire de fission de noyau d'uranium pour produire de l'énergie thermique qui va nous permettre de chauffer donc cette eau pour qu'elle devienne à l'état vapeur. Deuxième système, le four solaire. Donc là, faites attention, ce ne sont pas des panneaux photovoltaïques, ce sont seulement des miroirs qui nous permettent de dévier les rayons lumineux et les faire converger à un point ici, de manière à chauffer de l'eau, pareil, qui va générer de la vapeur d'eau et donc permettre de produire de l'énergie électrique. Troisième système, là on va utiliser le fait qu'au centre de la Terre, il va y avoir une production d'énergie thermique. Ceci est dû à la désintégration de noyaux radioactifs. Et donc cette chaleur va chauffer des nappes phréatiques qu'on va aller chercher cette eau chaude ici et ainsi permettre de générer de la vapeur d'eau et donc de l'énergie électrique en surface. Donc ces 3 systèmes ont le même schéma, c'est-à-dire qu'on utilise de l'énergie mécanique, de l'écoulement de vapeur d'eau, pour produire de l'énergie électrique. Et il y aura de la même façon toujours un petit peu de perte sous forme d'énergie thermique. Et là le rendement, on va retrouver le même rendement qu'un moteur à explosion de voiture, un rendement autour de 30%. Quatrième et dernière technique pour produire de l'énergie électrique sans énergie fossile, c'est l'utilisation de l'énergie chimique. Alors tout d'abord, on va voir les batteries. Alors, les batteries, a priori, si vous demandez ça à quelqu'un dans la rue, il va vous dire qu'on stocke de l'énergie électrique. En toute rigueur, c'est bien de l'énergie chimique qui est stockée dans les batteries. Comme on l'a vu auparavant, le problème des batteries à l'heure actuelle, c'est qu'elles ne permettent pas de stocker une grande quantité d'énergie parce qu'elles vont rapidement utiliser une grande masse ou un grand volume. Donc ce que font les chercheurs actuellement, ils essayent de développer des systèmes qui permettraient d'avoir la plus grande densité volumique d'énergie ou la plus grande densité massique d'énergie avec des nouvelles technologies de batteries, notamment c'est le cas des batteries Li-ion avancées. Là vous avez les batteries nickel-cadmium, c'est les batteries classiques qu'on utilise dans les voitures à essence. Et donc là, vous voyez des nouvelles technologies qui permettraient d'avoir une plus grande énergie avec un même volume ou une même masse. Ensuite, je vais vous parler maintenant des piles à combustible. Pour ça, je vais utiliser le schéma que vous voyez ici, donc qui représente une centrale électrique qui produit de l'énergie électrique à partir de photovoltaïque. Donc les panneaux vont capter l'énergie lumineuse et transformer cette énergie lumineuse en énergie électrique qui ensuite va être distribuée dans notre réseau grâce à un transformateur, vous vous rappelez, qui va nous élever la tension de manière à limiter les pertes par effet Joule. Et imaginons que la production d'énergie électrique par les panneaux photovoltaïques soit supérieure aux besoins du réseau. Donc une partie de l'énergie électrique va permettre d'alimenter ici un électrolyseur qui va électrolyser de l'eau et donc décomposer l'eau en dihydrogène et dioxygène. Ensuite, la nuit, donc il ne va plus y avoir de soleil, on ne va plus produire de l'énergie électrique à partir de panneaux photovoltaïques, donc on va utiliser ce qu'on appelle une pile à combustible qui va faire l'opération inverse de l'électrolyseur, c'est-à-dire qu'il va utiliser l'hydrogène et le dioxygène pour produire de l'énergie électrique. Donc cette pile à combustible va prendre le relais et donc générer de l'énergie électrique qui va être distribuée sur le réseau. Alors on retrouve ce même principe dans une voiture, c'est-à-dire qu'au lieu de stocker l'énergie électrique dans des batteries, on pourrait très bien imaginer un réservoir d'hydrogène, donc on ferait le plein d'hydrogène, et grâce à une pile à combustible, permettrait de produire de l'énergie électrique qui permettrait de faire marcher le moteur. Donc c'est un moyen de stocker l'énergie différent d'une batterie. Pour conclure, revenons à la question qu'on s'était posée lors de l'introduction et qui était la suivante. Quel est l'avenir de l'énergie électrique? Donc à travers ce qu'on vient de voir, on va recenser 2 points positifs pour l'énergie électrique. C'est tout d'abord une distribution
Vous vous rappelez, on avait dit facile, fiable et à faible impact écologique. Deuxième point positif, c'est que la transformation de l'énergie électrique en ces différentes formes qui vont nous être utiles va se faire de manière relativement facile et avec de bons rendements. Par contre, on va recenser 2 points à améliorer. Le premier, à l'heure actuelle, on utilise à 74% des énergies fossiles pour produire de l'énergie électrique. Donc il faudrait que 64% tendent vers zéro et que l'on produise de l'énergie électrique sans utiliser cette énergie fossile. Vous vous rappelez, l'énergie fossile, en fait, lorsqu'on va la brûler, ça va dégager du CO2 et donc participer au réchauffement climatique par l'effet de serre. Et le deuxième point à améliorer, c'est développer des moyens de stockage de l'énergie électrique en grande quantité. Donc en petite quantité, on sait le faire, ce sont des batteries qu'on utilise dans nos téléphones, dans les voitures électriques pour faire des petits déplacements. Mais par exemple, si vous voulez faire un long déplacement, que ce soit en bateau ou en avion, à l'heure actuelle, on utilise toujours des énergies fossiles pour stocker l'énergie nécessaire pour produire l'énergie mécanique le long de ce trajet relativement long. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite bon vent les scientifiques. Le côté artistique, c'est moi, donc je te demanderai de ne pas t'en mêler. Si je te demande de mettre des chaussures comme ça, c'est parce que j'ai mes raisons, et je travaille en noir et blanc, moi, ici, hein. Je suis obligé d'appuyer les couleurs, hein. Sinon, ça va rendre fat, hein. Tu vois, ça, tu ne sais pas, parce que tu connais pas ça.